L'homme qui a sauvé la Côte d'Azur. Les ruines de la Riviera. Le soleil déclinait lentement sur Nice, baignant la ville d'une lumière orangée mélancolique qui semblait accentuer chaque fissure, chaque trace de délabrement. Les façades autrefois glorieuses des immeubles Belle Époque, aujourd'hui décolorées et usées, racontaient une histoire de décadence et d'abandon. Antoine Rousseau, debout sur la terrasse de son appartement du quartier du Port, observait cette désolation avec une intensité qui trahissait à la fois sa douleur et sa détermination. À 38 ans, l'architecte portait en lui le poids d'une mission qui dépassait la simple reconstruction urbaine, il voulait redonner son âme à la Côte d'Azur. La pièce derrière lui ressemblait à l'atelier d'un rêveur obsessionnel. Des plans, des croquis, des photographies anciennes et récentes tapissaient les murs. Sur un grand bureau en chêne, désordonné mais méthodique, s'alignaient des dossiers colorés, des carnets de notes remplis d'annotations minutieuses et de dessins architecturaux détaillés. Chaque document représentait un fragment de son projet titanesque, restaurer, réinventer, ressusciter une région qui semblait condamnée à un déclin irrémédiable. Nice, Cannes, Antibes, autrefois joyaux internationaux du tourisme et de l'élégance, étaient devenus des fantômes de leur glorieuse histoire. Il ne voit pas, murmura-t-il pour lui-même, sa voix chargée de frustration et d'espoir. Ils ne comprennent pas le potentiel. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Marie, sa sœur cadette. Professeure d'art plastique, elle partageait avec Antoine ce sens de l'esthétique et de la transformation. Ses cheveux bruns, légèrement grisonnants, étaient attachés en un chignon désordonné qui reflétait sa personnalité dynamique et passionnée. Elle déposa un plateau avec 2 tasses de café sur la table basse, son regard parcourant les plans éparpillés. « Tu n'as pas encore dormi, n'est-ce pas ?» Antoine esquissa un sourire las. « Comment dormir quand on porte un tel projet ?» Marie s'approcha, posa une main affectueuse sur l'épaule de son frère. Leur complicité remontait à l'enfance, forgée dans une famille d'intellectuels qui avaient toujours valorisé la créativité et l'engagement. « Raconte-moi, dit-elle simplement. Antoine saisit quelques plans, les déroula sur la table. Des esquisses révélaient des bâtiments restaurés, des places repensées, des espaces publics métamorphosés. « La Côte d'Azur n'est pas morte, commença-t-il, sa voix prenant un ton presque prophétique. Elle sommeille. Chaque pierre, chaque rue garde en elle la mémoire de sa splendeur passée. Mon projet n'est pas seulement une rénovation urbaine, c'est une renaissance culturelle. » Il lui montra une photographie ancienne de la promenade des Anglais, datant du début du XXe siècle, comparée à un cliché actuel montrant la même avenue délabrée. Le contraste était saisissant. « Regarde, poursuivit-il. Ce que les gens voient comme du délabrement, je le vois comme une opportunité. Chaque bâtiment abîmé raconte une histoire. Notre travail sera de l'écouter, de la comprendre, et de lui donner une nouvelle voix. » Marie l'écoutait, fascinée. Elle connaissait la passion dévorante de son frère, mais cette fois, son projet semblait différent. Ce n'était plus seulement un rêve architectural, c'était presque une mission existentielle. Le téléphone sonna, brisant ce moment de communion fraternelle. Antoine jeta un œil à l'écran, un numéro inconnu. « Allô » répondit-il. Le silence qui suivit fut prégnant de possibilités. La nuit tombait sur Nice, et avec elle, le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Les premiers pas. L'aube pointait sur l'hôtel de ville de Nice, baignant les imposants murs de pierre d'une lumière blafarde. La grande salle du conseil municipal, habituellement austère et silencieuse, bourdonnait ce matin-là d'une tension palpable. Antoine Rousseau était arrivé 1 heure plus tôt, ses documents soigneusement rangés dans un attaché-caisse en cuir usé mais élégant, héritage de son père architecte. Chaque plan, chaque document représentait des mois de recherche, d'analyse et de rêve. Georges Leblanc, le maire de Nice, un homme dans la soixantaine aux sourcils épais et au regard scrutateur, présidait la réunion. Autour de la grande table ovale, une douzaine de conseillers municipaux l'observaient avec une mixture de curiosité et de scepticisme. Le silence était presque électrique lorsqu'Antoine fut invité à présenter son projet. « Messieurs, mesdames, commença-t-il, sa voix calme mais emplie d'une conviction profonde, je viens aujourd'hui non pas proposer un simple projet de rénovation urbaine, mais une véritable renaissance de la Côte d'Azur. » Il déroula ses premiers plans, révélant des perspectives détaillées qui transformaient l'image mentale que chacun avait de la ville. Des quartiers abandonnés retrouvaient vie, des espaces publics devenaient des lieux de rencontre et de culture, l'architecture moderne dialoguait harmonieusement avec l'histoire. Élise Dupont, la jeune urbaniste de 32 ans assise près du maire, ne quittait pas des yeux chaque détail.
Ces longues notes trahissaient un intérêt bien au-delà du protocole administratif. Le coût, demanda sèchement un conseiller, un homme corpulent au visage rouge. Antoine avait anticipé cette question. Il sortit une série de documents financiers, graphiques et projections économiques minutieusement préparés. Chaque euro investi générera un retour significatif, expliqua-t-il. Le tourisme, l'immobilier, l'économie locale, tout sera transformé. Nous ne parlons pas seulement de restauration, mais de régénération économique et culturelle. Les chiffres étaient impressionnants. Des simulations montraient comment un investissement initial pourrait se multiplier par 4 en moins de 5 ans. Le maire Leblanc fronçait les sourcils, alternant entre scepticisme et intérêt croissant. Il connaissait la réputation d'Antoine Rousseau, cet architecte qui avait déjà réalisé quelques projets de rénovation remarqués dans le sud de la France. Et qui vous dit que la population souhaite une telle transformation, lança un autre conseiller. Antoine sourit. Il avait prévu ce contre-argument et sorti un dossier supplémentaire contenant des sondages d'opinion, des lettres de soutien de commerçants locaux, et même des pétitions de résidents las du déclin de leur région. Le changement ne se décrète pas, répondit-il, il se construit avec et pour les habitants. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Élise, qui n'avait pas quitté le moindre détail des yeux, leva soudain la main. J'ai une question, dit-elle. Tous les regards convergèrent vers elle. Votre projet semble ambitieux, monsieur Rousseau. Mais comment comptez-vous préserver l'âme historique de nos villes pendant cette transformation? C'était la question que personne n'avait osé poser jusqu'alors. Antoine marqua une légère pause, puis déroula un plan supplémentaire montrant comment chaque intervention respecterait le patrimoine architectural et culturel. La réunion se poursuivit pendant des heures, chaque détail du projet étant scruté, analysé, remis en question. Quand Antoine quitta la salle, il ne savait pas encore si son projet serait accepté. Mais quelque chose avait changé. Une graine avait été plantée. Dans le couloir, Élise le rattrapa. Votre vision est fascinante, murmura-t-elle. Mais êtes-vous vraiment prêt à affronter tous les obstacles qui vous attendent? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Antoine. Absolument, répondit-il simplement. La première victoire. 6 mois s'étaient écoulés depuis la présentation d'Antoine au conseil municipal. Le quartier du Suquet, à Cannes, était devenu son laboratoire urbain, son terrain d'expérimentation et de transformation. L'aube pointait sur ces rues anciennes, révélant progressivement les métamorphoses qui avaient commencé à opérer. Là où régnait autrefois la décrépitude et l'abandon, une nouvelle énergie circulait désormais, portée par des échafaudages, des ouvriers attentifs et une vision architecturale audacieuse. Antoine était arrivé sur le chantier avant même que le soleil ne se lève. Vêtu d'un gant et d'une chemise bleue légèrement froissée, ses bottes de chantier couvertes de poussière, il inspectait chaque détail avec une précision chirurgicale. À ses côtés se tenait Mathieu Delacroix, le chef de chantier. Un homme d'une 50aine d'années, robuste, avec un visage buriné par des années de travaux et une moustache grise qui lui donnait un air de personnage de roman. Regardez ces murs, expliquait Antoine, sa main caressant délicatement la pierre d'un ancien bâtiment. Chaque pierre raconte une histoire. Notre travail n'est pas de les remplacer, mais de leur redonner vie. Mathieu hochait la tête, admiratif. Il avait initialement été sceptique du projet, mais la vision d'Antoine l'avait progressivement convaincu. Un bruit de pas résonna. Élise Dupont apparut, son carnet de notes à la main, portant un tailleur gris qui contrastait avec l'environnement de chantier. Les premiers rapports sont impressionnants, annonça-t-elle. La municipalité commence à comprendre votre vision. Antoine sourit. Les transformations étaient en effet spectaculaires. Les façades restaurées retrouvaient leur couleur d'origine, des tons de terre et de soleil qui semblaient capturer l'essence même de la Provence. Les rues étroites, autrefois sombres et sales, avaient été redessinées, élargies avec intelligence, créant des perspectives lumineuses et des espaces de rencontre. Un café avait ouvert au coin d'une rue restaurée. Des artistes commençaient à investir les lieux, attirant une nouvelle dynamique culturelle. Un jeune musicien jouait du saxophone sur une place nouvellement aménagée, sa musique résonnant contre les murs restaurés. Ce n'est pas seulement de la rénovation, expliqua Antoine à Élise. C'est une renaissance. Nous rendons leur dignité à ces espaces, à ces histoires. Soudain, son téléphone sonna. Un numéro international. Le visage d'Antoine changea instantanément. Sur l'écran, le nom d'un grand investisseur international s'affichait. Monsieur Rousseau?
La voix avait un accent britannique distinctif. Nous avons suivi votre projet. Il nous intéresse énormément. La conversation qui suivit allait potentiellement tout changer. Pendant ce temps, dans les rues du Suquet, la vie reprenait. Des touristes commençaient à arriver, fascinés par cette transformation. Des photographes immortalisaient les nouvelles perspectives. Des familles locales redécouvraient leur quartier. Marie, la sœur d'Antoine, arriva également sur le chantier. Professeure d'art, elle observait les transformations avec un regard à la fois professionnel et émotionnel. « Tu es en train de réécrire l'histoire de la ville », murmura-t-elle à son frère. Antoine ne répondit pas immédiatement. Son regard était perdu dans l'horizon, scrutant les possibilités qui s'ouvraient. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un journaliste de Nice Matin. « Monsieur Rousseau, pouvez-vous nous parler de votre projet de transformation de la Côte d'Azur ?» La première victoire approchait. Mais Antoine savait que le chemin serait encore long. La lumière du jour s'intensifiait sur le chantier, promesse d'une nouvelle ère pour Cannes et, peut-être, pour toute la région. Les défis. L'hiver était tombé sur Nice, apportant avec lui une atmosphère grise et tendue. Dans les couloirs de la mairie, les murmures et les regards en coin avaient remplacé le silence respectueux qui avait suivi les premiers succès d'Antoine Rousseau. Ce matin-là, une réunion cruciale était prévue. Antoine était arrivé tôt, son attaché-caisse serré contre lui, les traits tirés par des nuits de préparation intensive. La transformation du quartier du Suquet à Cannes avait attiré l'attention, mais aussi déclenché une série de résistances sourdes. Dans la grande salle de réunion, l'ambiance était électrique. Autour de la table ovale, une collection de visages hostiles l'attendait, des propriétaires terriens, des élus locaux conservateurs, des promoteurs immobiliers qui sentaient leur territoire menacé. Georges Leblanc, le maire, présidait la réunion avec un air de neutralité qui cachait mal son inconfort. À ses côtés, Élise Dupont observait chaque détail, son carnet de notes ouvert, son stylo prêt à capturer la moindre nuance. « Monsieur Rousseau, » commença un homme corpulent à la cinquantaine imposante, « votre projet menace nos intérêts économiques les plus fondamentaux. » C'était Henri Marchand, un promoteur immobilier connu pour ses liens étroits avec les anciennes élites locales. Sa voix grasse portait une menace à peine voilée. Antoine resta impassible. Mes propositions ne sont pas une menace, mais une opportunité de régénération économique pour toute la région. Un autre intervenant, un propriétaire terrien aux traits usés par des années de combat, prit la parole. « Et qui vous dit que les habitants veulent ces changements ?» Antoine sortit alors une liasse de documents. Des pétitions, des études d'opinion, des lettres de soutien de commerçants locaux et d'habitants des quartiers concernés. « La transformation n'est pas imposée, répondit-il calmement. Elle est co-construite avec les habitants. » La tension dans la salle était palpable. Chaque mot, chaque regard devenait un coup stratégique dans cette bataille urbaine. Élise intervint soudain. « Si je peux me permettre, dit-elle, sa voix claire tranchant dans le brouhaha, le projet de Monsieur Rousseau représente la seule vraie solution de développement pour notre région. » Sa déclaration provoqua un murmure dans l'assemblée. Certains hochaient la tête, d'autres fronçaient les sourcils. Mais Antoine savait que la bataille ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, les oppositions se multiplièrent. Des recours juridiques furent déposés, des articles de presse critiques publiés. Un groupe de propriétaires traditionnels s'organisa pour bloquer le projet. Marie, la sœur d'Antoine, devint son principal soutien moral. Chaque soir, elle venait dans son appartement, lui apportant du réconfort et une oreille attentive. « Ne les laisse pas te décourager, répétait-elle. Un soir, alors qu'ils discutaient autour d'un café, le téléphone d'Antoine sonna. Un numéro inconnu. « Monsieur Rousseau ?» La voix était professionnelle, légèrement distante. « Ici le cabinet d'avocats Dupont et Associés. » Le cœur d'Antoine s'accéléra imperceptiblement. « Nous représentons un groupe d'investisseurs internationaux intéressés par votre projet. Nous souhaitons vous rencontrer. » La conversation qui suivit allait potentiellement tout changer. Pendant ce temps, dans les rues de Nice et de Cannes, la transformation continuait. Malgré les obstacles, les premiers chantiers avançaient. Des bâtiments retrouvaient vie, des espaces publics étaient réinventés. Antoine marchait souvent dans ces rues, observant chaque détail, chaque pierre restaurée comme une victoire personnelle. Un matin, en descendant la rue, il croisa un groupe de personnes âgées. Elles le regardèrent, certaines avec méfiance, d'autres avec un début d'espoir. « Vous êtes l'architecte qui veut changer notre ville ?» demanda une dame aux cheveux blancs.
Antoine sourit. Je suis celui qui veut redonner sa dignité à notre région. La ville continuait de se transformer, pierre après pierre, rêve après rêve. La transformation. Le printemps était arrivé sur la Côte d'Azur, apportant avec lui une lumière nouvelle qui semblait vouloir célébrer la métamorphose en cours. Les villes de Nice, Cannes, Antibes se réveillaient comme d'anciens géants endormis, retrouvant peu à peu leur splendeur perdue. Antoine Rousseau parcourait les rues, son regard caressant chaque détail de la transformation. Les bâtiments historiques, restaurés avec une précision chirurgicale, dialoguaient désormais harmonieusement avec des structures contemporaines audacieuses. Ce n'était plus seulement de la rénovation, mais une véritable renaissance urbaine. À Cannes, le quartier du Suquet était devenu un laboratoire architectural. Les façades anciennes avaient retrouvé leurs couleurs originelles, variant du jaune ocre au rouge terracotta, créant un paysage urbain qui rappelait la palette des peintres provençaux. Des placettes intimistes avaient été créées, invitant les habitants et les visiteurs à la flânerie et à la rencontre. Élise Dupont l'accompagnait ce matin-là, son carnet de notes toujours à la main. Urbaniste passionnée, elle était devenue bien plus qu'une simple collaboratrice, une alliée stratégique dans ce projet titanesque. « Regarde », disait Antoine en montrant un ancien bâtiment du XIXe siècle, chaque pierre raconte une histoire. Notre travail n'est pas de la remplacer, mais de lui permettre de continuer à raconter. Les modifications étaient subtiles mais profondes. Un système intelligent de gestion énergétique avait été intégré dans les restaurations, permettant de préserver le patrimoine architectural tout en l'adaptant aux exigences écologiques contemporaines. Des panneaux solaires invisibles étaient dissimulés, des systèmes de récupération d'eau de pluie intégrés avec une élégance chirurgicale. Un groupe de touristes passa, photographie à la main, fasciné par cette transformation. On entendait des bribes de conversation en plusieurs langues, anglais, allemand, russe, mandarin. La Côte d'Azur retrouvait son statut de destination internationale. Dans un café nouvellement ouvert, des artistes travaillaient, des entrepreneurs discutaient. L'économie locale se réinventait autour de ce projet de régénération urbaine. Marie, la sœur d'Antoine, organisa une exposition de photographie documentant la transformation. Les clichés côte à côte montraient les « avant » et les « après », révélant l'ampleur du changement. Un après-midi, Antoine reçut un appel important. Un consortium international d'investisseurs souhaitait une présentation détaillée de son projet. La salle de réunion était impressionnante, dominée par une vue panoramique sur la Méditerranée. Des hommes et des femmes en costume noir écoutaient attentivement la présentation d'Antoine. Nous ne parlons pas seulement de rénovation, expliquait-il, mais de régénération culturelle et économique. Chaque intervention est pensée pour respecter l'histoire tout en projetant notre territoire vers l'avenir. Les investisseurs échangeaient des regards. L'audace du projet était séduisante. Pendant ce temps, dans les rues, la vie avait changé. Les commerces locaux retrouvaient une nouvelle dynamique. Un jeune chef avait ouvert un restaurant dans un bâtiment historique restauré, proposant une cuisine qui mélangeait tradition provençale et techniques culinaires modernes. Un soir, assis sur la terrasse de son appartement, Antoine observait la ville transformée. Élise était à ses côtés, un verre de vin à la main. « Tu as réussi l'impossible », murmura-t-elle. Antoine sourit. « Nous avons réussi », corrigea-t-il. La lumière du soleil couchant baignait la ville, révélant une beauté retrouvée, promesse d'un avenir radieux. Les défis étaient loin d'être terminés. Mais pour la première fois depuis des années, la Côte d'Azur respirait à nouveau. Le tournant. L'été était arrivé sur la Côte d'Azur, apportant avec lui une chaleur intense et une lumière éclatante qui semblait vouloir révéler chaque détail de la transformation en cours. Antoine Rousseau se tenait dans la salle de conférence d'un grand hôtel de Nice, face à un consortium international d'investisseurs dont la présence allait potentiellement tout changer. La pièce était climatisée, mais la tension y était palpable. Autour de la grande table en verre, une douzaine d'hommes et de femmes en costume sombre l'observaient avec une mixture de curiosité et de calcul stratégique. Parmi eux se trouvait Victoria Hamilton, une investisseuse britannique réputée pour son sens aigu des opportunités émergentes. « Monsieur Rousseau », commença-t-elle, sa voix posée trahissant une autorité née de décennies dans le monde des affaires internationales, « votre projet est intrigant. » Antoine était prêt. Chaque détail de sa présentation avait été méticuleusement préparé. Des plans détaillés, des projections économiques, des simulations de développement urbain étaient soigneusement disposées devant lui. La Côte d'Azur n'est pas seulement un territoire, répondit-il, c'est un patrimoine vivant. Notre projet vise à le régénérer, pas à le muséifier.
Élise Dupont, assise à ses côtés, sentait l'importance du moment. Elle qui avait été la première à croire en sa vision, elle qui avait combattu à ses côtés durant ces longues années de préparation et de lutte, comprenait que cette réunion pouvait tout basculer. Victoria Hamilton parcourait les documents avec une concentration absolue. Son regard était celui d'un prédateur analysant une proie potentielle. « Vos projections financières sont ambitieuses, dit-elle. Mais la réalité économique est souvent plus complexe. » Un homme à sa droite, qui n'avait pas encore parlé, intervint soudain. Markus Reinhardt, un investisseur allemand connu pour ses investissements dans les projets de régénération urbaine en Europe. « J'ai vu vos réalisations à Cannes, dit-il. La transformation est remarquable. » Le ton était neutre, mais le compliment était réel. La discussion se poursuivit pendant des heures. Chaque détail fut scruté, analysé, remis en question. Antoine défendait son projet avec une passion et une précision qui commençaient à convaincre. Pendant ce temps, dans les rues de Nice et de Cannes, la transformation continuait. Les quartiers restaurés attiraient de nouveaux commerces, de nouveaux habitants. L'économie locale se réinventait. Un document confidentiel, glissé discrètement à Antoine par Élise pendant une pause, révélait des enjeux inattendus. Un groupe de promoteurs immobiliers cherchait à saboter le projet, voyant en lui une menace pour leurs intérêts traditionnels. Le soir tombait sur Nice. Antoine, épuisé mais vibrant d'énergie, retrouva Marie dans leur appartement familial. « Tout peut basculer, lui confia-t-il. Ces investisseurs peuvent tout changer. » Marie posa sa main sur celle de son frère. « Tu as toujours su transformer les défis en opportunités. » Un message sur son téléphone attira son attention. C'était Élise. « Nous avons un problème, disait le message. Un document vient de m'être transmis. Certains investisseurs ont des intentions cachées. » La nuit tombait sur la Côte d'Azur, porteuse de mystères et de promesses. Un tournant décisif approchait. Le sommet. La tension était à son comble. Antoine Rousseau sentait le poids de plusieurs années de travail et de passion reposer sur ses épaules, comme une cape invisible mais terriblement lourde. Le projet de rénovation de la Côte d'Azur, qui avait commencé comme un rêve presque fou, était désormais à un moment critique de son existence. Le document confidentiel qu'il avait reçu la veille contenait des informations explosives. Un consortium international d'investisseurs, initialement présenté comme un soutien majeur au projet, dissimulait en réalité des intentions bien différentes. Leur objectif n'était pas de préserver et de valoriser le patrimoine, mais de le transformer en un gigantesque complexe touristique standardisé et sans âme. Dans son bureau de Nice, Antoine étalait méticuleusement les documents, traçant des connexions sur un grand tableau blanc. Chaque ligne représentait un fil dans ce réseau complexe de négociations et de stratégie. Élise Dupont, assise en face de lui, analysait chaque détail avec une précision chirurgicale. « Ils veulent tout raser », murmura-t-elle, le doigt glissant sur un plan d'aménagement. Les quartiers historiques de Cannes, les petites ruelles de Nice, les villages perchés de l'arrière-pays. Tout serait transformé en complexes hôteliers identiques. Antoine serra les poings. Cette menace n'était pas seulement économique, elle était culturelle. Chaque pierre, chaque façade, chaque recoin de la Côte d'Azur racontait une histoire, portait la mémoire de générations. Transformer cela en un ensemble de constructions uniformes et impersonnelles équivalait à un effacement pur et simple de l'identité régionale. Les enjeux étaient immenses. Si le consortium réussissait, ce ne serait pas seulement un échec personnel pour Antoine, mais une défaite pour tout un patrimoine culturel. Des milliers d'emplois locaux, l'artisanat traditionnel, l'essence même de la Riviera serait menacée. Marie, sa sœur, qui avait toujours cru en lui, l'observait travailler. Elle comprenait la détermination qui l'animait, cette passion qui le consumait depuis des années. Professeure d'art, elle savait mieux que quiconque la valeur de la préservation culturelle. « Tu as besoin de preuves, dit-elle. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Antoine hocha la tête. Il fallait plus que des théories, plus que des suppositions. Il leur fallait des documents irréfutables qui démontreraient les véritables intentions du consortium. Pendant plusieurs nuits, Antoine et Élise travaillèrent sans relâche. Ils contactèrent des sources confidentielles, recoupèrent des informations, analysèrent des documents financiers. Leur réseau de contacts, patiemment constitué au fil des années, devenait maintenant crucial. Un ancien fonctionnaire municipal, que Antoine avait aidé des années auparavant lors d'un projet de restauration, fut leur premier informateur. Puis ce fut un architecte retraité,
puis un journaliste d'investigation locale. Chaque source apportait un fragment du puzzle. Les révélations étaient stupéfiantes. Le consortium avait déjà secrètement acheté des terrains, obtenu des permis de construire dans le dos des autorités locales. Leur plan était méthodique, calculé, sans considération pour l'héritage culturel. La stratégie d'Antoine devait être tout aussi précise. Ils ne pouvaient pas simplement s'opposer, ils devaient démanteler leur projet pierre par pierre, en utilisant les mêmes armes bureaucratiques et légales qu'ils utilisaient. Parallèlement, il fallait mobiliser l'opinion publique. Les habitants de la Côte d'Azur devaient comprendre ce qui se tramait. Antoine organisa des réunions publiques, invita la presse, créa des documentaires expliquant le projet initial de rénovation et les menaces qui pesaient. Sa sœur l'aida à monter une campagne de communication. Des images avant-après de leur rénovation, des témoignages d'artisans et de commerçants locaux, tout était mis en œuvre pour sensibiliser. Le maire de Nice, Georges Leblanc, qui avait initialement été sceptique, commençait à comprendre l'ampleur du projet. Les premières rénovations avaient parlé d'elles-mêmes, et il rejoignit progressivement le camp d'Antoine. Élise, de son côté, mobilisait ses réseaux juridiques et urbanistiques. Chaque clause, chaque permis serait passé au crible. Le consortium trouverait en face de lui non pas un homme, mais un système de défense parfaitement orchestré. Les semaines qui suivirent furent intenses. Réunions, négociations, conférences de presse s'enchaînaient. Antoine dormait peu, hanté par l'enjeu de sa mission. Un tournant décisif approchait. Le consortium allait devoir montrer ses véritables intentions, et Antoine serait prêt à le démasquer. La bataille pour l'âme de la Côte d'Azur était sur le point de connaître son point culminant. Tout ce qu'Antoine avait construit jusqu'à présent allait être mis à l'épreuve. Le sommet était proche. Et Antoine Rousseau était déterminé à le franchir, quoi qu'il en coûte. La Renaissance. La lumière de l'aube baignait la Côte d'Azur d'une lueur dorée, comme si la région elle-même célébrait sa renaissance. Antoine Rousseau se tenait sur la terrasse de son appartement à Nice, contemplant le paysage transformé qui s'étendait devant lui. Chaque détail semblait raconter une histoire de résilience, de passion et de renouveau. Les années de combat avaient porté leurs fruits. Le consortium international avait été mis en échec, ses plans destructeurs démantelés par une combinaison de preuves légales, de mobilisation citoyenne et de stratégie politique. L'exposition publique de leurs véritables intentions avait non seulement stoppé leur projet, mais avait également restauré la confiance des habitants dans la possibilité de préserver leur patrimoine tout en le modernisant. Marie, qui se tenait à côté de son frère, posa sa main sur son épaule. « Tu as réussi » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Antoine ne répondit pas immédiatement, ses yeux parcourant le panorama métamorphosé. Nice n'était plus la ville délabrée qu'il avait connue des années auparavant. Les façades historiques avaient retrouvé leur splendeur d'antan, restaurées avec un soin méticuleux qui respectait chaque détail architectural. Les couleurs passées, ocre, bleu méditerranéen, rose pâle, rayonnaient à nouveau, comme réveillées d'un long sommeil. Les rues, autrefois négligées, bourdonnaient maintenant de vie. Des cafés aux terrasses fleuries s'étaient installés là où régnait autrefois la désolation et l'abandon. Des artisans locaux avaient réinvesti des boutiques rénovées, proposant des produits traditionnels aux touristes et aux habitants. Élise Dupont, qui les avait rejoints, présenta un dossier. « Les chiffres sont impressionnants, dit-elle. Le tourisme avait augmenté de 40% depuis le début du projet. Mais plus important encore, c'était la qualité des visiteurs qui avait changé. Ce n'étaient plus seulement des touristes de passage, mais des voyageurs véritablement intéressés par la culture, l'histoire et l'authenticité de la région. Les villages de l'arrière-pays, longtemps oubliés, connaissaient également une renaissance. Des programmes de restauration avaient permis de préserver des églises médiévales, des fontaines historiques, des places de village qui semblaient être restées figées dans le temps. À Cannes, le quartier qu'Antoine avait initialement transformé était devenu un modèle. Des architectes du monde entier venaient étudier son approche unique, restaurée sans muséifier, modernisée sans dénaturer. Chaque bâtiment racontait désormais une histoire, celle d'un équilibre subtil entre tradition et innovation. L'impact économique était tout aussi significatif. De nouvelles entreprises locales s'étaient développées, valorisant l'artisanat et les savoir-faire traditionnels. Des start-up innovantes dans les domaines de la préservation culturelle et du tourisme durable avaient choisi la Côte d'Azur comme territoire d'expérimentation. Le projet avait également eu des répercussions inattendues sur l'environnement. Les rénovations avaient intégré des concepts de durabilité, isolation thermique améliorée,
système de récupération d'eau, espaces verts interconnectés. La région était devenue un laboratoire de l'urbanisme écologique. Antoine sortit un document de sa mallette. C'était le premier livre documentant le projet, fruit d'un travail collectif impliquant des historiens, des architectes, des sociologues. La renaissance de la Côte d'Azur, une transformation culturelle et urbaine, était son titre. Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-il à Marie et Élise. C'est l'histoire de tous ceux qui ont cru possible de réinventer sans détruire, de transformer sans renier. Des centaines de personnes avaient contribué au projet, des ouvriers du bâtiment aux artisans, des fonctionnaires municipaux aux investisseurs locaux. Chacun avait apporté sa pierre à l'édifice, littéralement et métaphoriquement. Le téléphone d'Antoine sonna. C'était le maire de Nice, Georges Leblanc, qui l'invitait à une cérémonie officielle. La région allait recevoir un prix international de revitalisation urbaine. Mais pour Antoine, la vraie récompense était ailleurs. C'était dans les sourires des habitants, dans la fierté retrouvée, dans cette sensation que la Côte d'Azur n'était plus seulement un lieu géographique, mais était redevenue un véritable territoire vivant. Élise regardait Antoine avec admiration. « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» demanda-t-elle. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Antoine. « La vraie transformation ne s'arrête jamais, répondit-il. C'est un processus continu. » Marie serra la main de son frère. Ensemble, ils observaient la ville qui leur avait tant donné et à laquelle ils avaient tant donné en retour. La Côte d'Azur respirait. Elle vivait. Et son histoire continuait de s'écrire, page après page, pierre après pierre. Une nouvelle ère venait de commencer. Et le meilleur était peut-être encore à venir.